L'État américain et sa culture de la guerre, l'Arabie saoudite qui menace les spéculateurs et la shrinkflation, cette technique de la grande distribution pour arnaquer les consommateurs tout en douceur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. L'ivresse de la guerre est un fléau pour l'humanité. Le journaliste américain et ancien correspondant de guerre et prix Pulitzer Chris Hedges étrit l'impérialisme américain dans un billet au vitriol pour le média ScheerPost, traduit et publié sur le blog Elucide. Selon lui, l'Amérique est une stratocratie, une forme de gouvernement dominé par les militaires. Pour les deux partis au pouvoir, démocrates et républicains, il est acquis qu'il faut constamment se préparer à la guerre. Les budgets colossaux de la machine de guerre sont sacro-saints, explique-t-il. On ne tient pas compte de ces milliards de dollars de gaspillage et de fraude. Les fiascos militaires en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et au Moyen-Orient ont sombré dans le vaste gouffre de l'amnésie historique. Cette amnésie, qui signifie que personne jamais n'aura de compte à rendre, permet à la machine de guerre de dépecer économiquement le pays et d'entraîner l'Empire dans une succession de conflits autodestructeurs. Chris Hedges rappelle qu'entre octobre 2021 et septembre 2022, les États-Unis ont dépensé 877 milliards de dollars pour l'armée, soit plus que les 10 pays suivants du classement, dont la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis. Ces gigantesques dépenses militaires, ainsi que les coûts croissants d'un système de santé à but lucratif, ont porté la fameuse dette nationale américaine à plus de 31 000 milliards de dollars. L'ancien reporter de guerre n'y va pas de main morte et explique le process. Toujours selon lui, le leitmotiv officiel de l'État militarisé est la sécurité nationale. Il développe sur le fait qu'il n'était pourtant pas dans l'intérêt national des États-Unis de faire la guerre pendant 2 décennies au Moyen-Orient, et que ça ne l'est toujours pas de faire la guerre à la Russie ou à la Chine. Mais, dénonce-t-il, les militaristes ont besoin de la guerre, tout comme un vampire a besoin de sang. Pour ceux qui tirent profit de la guerre, contrarier la Russie comme contrarier la Chine est un bon modèle commercial. Pour finir, le journaliste américain évoque justement un futur conflit mondial avec la Chine. Il met en avant l'agenda OTAN 2030, dans lequel l'alliance militaire envisage l'avenir comme une bataille pour l'hégémonie avec des États rivaux, et en particulier la Chine. Elle appelle à la préparation à un conflit mondial prolongé. D'ailleurs, en octobre 2022, le général Mike Minihan, chef du commandement de la mobilité aérienne, avait d'ailleurs présenté son manifeste de la mobilité lors d'une conférence militaire qui avait alors fait salle comble. Au cours de cette diatribe alarmiste délirante, Minihan affirmait que si les États-Unis n'intensifiaient pas considérablement leurs préparatifs en vue d'une guerre avec la Chine, les enfants américains se retrouveraient inféodés à un ordre fondé sur des règles qui ne profiteraient qu'à un seul pays, à savoir la Chine. Selon le New York Times, le corps des Marines a entrepris d'entraîner des unités à des offensives sur les plages, là où le Pentagone pense que les premières batailles avec la Chine sont susceptibles de se dérouler le long de la première chaîne d'îles qui comprend Okinawa et Taïwan jusqu'à la Malaisie, ainsi que la mer de Chine méridionale et les îles disputées dans les Spratleys et les Paracels. Chris Hedges termine son analyse en expliquant que tous ceux qui, comme Julian Assange, défient la stratocratie qui en expose les crimes et la folie suicidaire, sont impitoyablement persécutés. Je vous invite à aller lire ce long, mais néanmoins très éclairant papier sur le très bon blog Elucide. Et puisqu'on évoque la potentielle future confrontation entre la Chine et les États-Unis, le site de Capital nous annonce que les États-Unis et Taïwan ont signé un accord commercial historique, à savoir pour Taïwan, l'accord commercial le plus complet signé avec les États-Unis depuis 1979, un accord que Pékin risque de ne pas accepter sans représailles. Si les relations sont plus que tendues avec les États-Unis, elles ne le sont pas avec tous les Américains, puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a effectué une visite de 3 jours en Chine, où il a été reçu en grande pompe à Pékin. On reste sur le continent asiatique avec les relations diplomatiques qui semblent se réchauffer entre le Japon et la Corée du Sud. Malgré leur contentieux historique lié à l'occupation japonaise de la péninsule coréenne, les deux alliés des États-Unis relancent leurs relations pour faire face à la menace de la Corée du Nord et à celle de la Chine. À suivre si un rapprochement peut durer dans le temps ou s'il n'est que de circonstance. Et visiblement, ça chauffe un peu partout puisque l'Arabie saoudite promet, je cite, du sang, de la sueur et des larmes aux spéculateurs, hedge funds et aux traders qui parient sur la chute des prix du pétrole. Un avertissement signé du prince Abdelaziz Ben Salman, ministre saoudien de l'énergie, alors que ceux-ci étaient en baisse depuis plusieurs semaines.
Pour tenter de faire rebondir les cours ou tout au moins de les stabiliser, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, pourrait décider une nouvelle baisse de sa production à l'issue de sa réunion prévue en fin de semaine. Jacques a dit une immense crise financière menace. Et en général, quand tonton Jacques Attali prévient, c'est qu'il a des billes. Chaque fois qu'un centre de pouvoir a vacillé, il a commencé par retarder sa chute en empruntant, et c'est ce que font les États-Unis. Depuis 2007, le centre mondial vacille et s'endette, a-t-il lâché sur Sud Radio. Est-ce que lorsque vous allez faire vos courses, vous avez l'impression que votre mémoire vous joue des tours? Dans votre souvenir, votre paquet de céréales pesait plus lourd. Les pots de yaourt, les tranches de jambon et les boissons aussi. Quant aux sachets de chips, si leur taille ne semble pas avoir changé, on dirait quand même qu'il y a un peu plus d'air qu'avant à l'intérieur. Rassurez-vous, ou pas, ce n'est pas une simple impression ni le début d'un déclin mental. Vous êtes juste victime de la shrinkflation, une pratique commerciale de plus en plus répandue et qui consiste à voler les consommateurs tout en douceur. Par la brillante plume de Bruno Gonçalves, le blog de Veracash vous dit tout sur cette pratique sournoise. D'abord, ce terme un peu barbare de shrinkflation vient de la contraction de l'anglais shrink, qui signifie réduire, et inflation, qui signifie en gros vendre moins de produits pour le même prix. La shrinkflation est donc particulièrement insidieuse car elle est souvent difficile à détecter, nous dit l'article. À moins de comparer attentivement les emballages anciens et nouveaux, il est difficile de remarquer que la taille ou le poids de votre produit préféré a diminué. Cette discrétion rend la shrinkflation d'autant plus pernicieuse. Par exemple, un paquet de céréales qui contenait autrefois 500 g de produit peut être réduit à 450 g sans que son prix ni son emballage ne changent pour autant. Idem pour les sachets de chips qui sont passés de 150 à 135 g ou les bouteilles de cola qui ne font plus que 1,25 litres au lieu de 1,5 litres. Depuis quelques mois, la shrinkflation est devenue d'autant plus visible que l'inflation, la vraie, celle qui fait mal au portefeuille, a fait exploser les coûts des matières premières et mis une grosse pression sur les marges des producteurs. Là, plus question de réduire encore les quantités en douce, il a bien fallu monter les prix. Et au passage, dans son article, Bruno Gonçalves fait un petit détour par une autre petite entourloupe à la mode, la cheapflation, qui consiste à économiser sur le produit fini en remplaçant certains ingrédients par des substituts moins chers, mais aussi de moins bonne qualité. Une pratique qui a été récemment boostée par la parenthèse Covid, puis par la guerre en Ukraine. Allez, comme de tradition, un petit détour par le cours de l'or pour conclure cette revue de presse avec en ce moment une once d'or dont le prix est pas mal remonté depuis la semaine dernière avec un prix situé aux alentours des 1830 €. Europe 1 se pose la question cette semaine s'il est possible d'acheter de l'or sans avoir de gros moyens. Eh bien tout à fait, Europe 1, c'est possible, ça s'appelle ocof.com, notre plateforme digitale d'achat et revente de métaux précieux sur laquelle il est possible d'acheter de l'or, mais aussi de l'argent métal, même lorsque l'on n'a pas un gros budget, puisqu'il est, entre autres, possible d'acheter de l'or au gramme. Le prix du gramme d'or est en ce moment d'environ 66 € et l'once d'argent, quant à elle, est à environ 30 €. Ocof.com, dont le président fondateur, Jean-François Faure, était sur CNews vendredi justement pour expliquer le rôle de valeur refuge que joue l'or pour nos portefeuilles. Ocof.com et sa maison de haute monnaie Veravalor qui sortent une nouvelle pièce exceptionnelle, la VRX Tchad, une pièce rectangulaire à cours légal composée de 10 grammes d'or pur et d'une valeur de 661 €. Un petit bijou que l'on risque de vous faire gagner très bientôt sur la chaîne YouTube pour vous remercier de votre fidélité. Pour gagner la VRX, soyez là mardi prochain lors du prochain épisode de l'Hebdo. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt.